L'île de Berdères est l'une des 70 îles du golfe du Morbihan. On en voit d'ici pas tellement. Il y en a une grande là-bas, c'est l'île aux Moines. C'est à peu près tout ce qu'on voit d'ici comme île. Non, il y a Gavrinis qu'on voit ici aussi, là-bas derrière. Ouais. Mais donc c'est une île, elle a une particularité, c'est qu'elle est reliée à la terre par ce chemin, ce bois, qui est découvert environ 4 heures par 12 heures, c'est-à-dire 2 heures avant et 2 heures après la basse mer. C'est donc découvert et on peut y aller. C'est du coup un lieu qui a toujours accueilli des gens. Parce que c'est pas une île traditionnelle avec un lieu fermé. Il y en a plein qui sont des propriétés privées. On n'a droit d'accéder dans celle-là que sur l'étang, vraiment la plage, quoi. Alors que ici, ça a toujours été différent parce qu'elle est accessible. Et donc depuis au moins 100 ans, avant c'était des fermes, il y avait de l'élevage, on ne sait pas trop, mais il y a un peu plus de 100 ans, déjà c'était un lieu d'accueil parce qu'il y avait une congrégation religieuse qui accueillait des gens qui avaient besoin d'être accueillis, recueillis même. C'est une île qui a accueilli des classes de l'Orient quand l'Orient était bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a une histoire d'accueil ici. Je vous dis ça parce que vous allez voir pourquoi. Et ensuite, il y a eu ici longtemps un centre de vacances. Dans un bâtiment qu'on ne voit pas d'ici, que vous ne verrez pas parce que vous voyez que c'est en train de se recouvrir, donc vous ne pouvez pas aller dans l'île maintenant. Il faut attendre cette nuit, tard. Mais il y a un bâtiment ici qui accueillait un centre de vacances de 120 places. C'était assez important. Et puis la mise aux normes des centres de vacances, je ne sais pas si vous connaissez ces dossiers, la mise aux normes conduit à ce que beaucoup de centres de vacances ferment, parce qu'il n'y a pas les moyens de financer en sortant l'argent des nuitées des enfants. On n'arrive pas à équilibrer les budgets et du coup, sauf s'il y a des mécènes, sauf s'il n'y a aucune aide de l'État, à peu près aucune, depuis très longtemps, il n'y a pas d'aide de l'État pour les colonies de vacances, donc à part des grandes fortunes, ces centres de vacances ferment les uns après les autres, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une véritable catastrophe politique, parce que ça veut dire que les enfants qui partaient dans des colonies de vacances ou qui partaient en classe de découverte avec leur école, ils ne peuvent plus. Et c'est pas irréversible parce qu'un jour la politique changera, mais enfin quand elle changera, il faudra mettre ce dossier-là vraiment au haut de la pile. C'est vraiment important de sauver, parce qu'après, quand c'est vendu, pour racheter, c'est difficile. Voilà. Il y a toute une histoire de l'éducation populaire en France qui est en train de disparaître. Et c'est pour ça qu'on est attaché à cet endroit. C'est parce que c'était un endroit d'accueil, c'est parce que c'était un endroit qui était à disposition que les gens y sont incroyablement attachés à cet endroit-là. Bon, ceux qui sont d'ici, je prêche des convaincus, mais les autres, rien qu'à voir, je suis sûr que vous allez devenir amoureux très vite. Qu'est-ce qui s'est passé en fait lorsque
la colonie de vacances a commencé à ne plus pouvoir fonctionner. Elle était gérée par une association, Loisirs Vacances Tourisme, qui louait l'île au groupe Yves Rocher. Yves Rocher, c'est un grand groupe de cosmétiques international, qui était propriétaire de l'île. Ils avaient acheté l'île il y a très longtemps, ils voulaient faire un centre de thalassothérapie. Les anciens, toi tu es trop jeune, mais quoique. Ah non, non, non. Les anciens s'en souviennent. Et on est venu en pique-niquer, nous, en 2000, ici, faire les manifs. Voilà, pour s'opposer à la thalasso de Yves Rocher. Et bon, excusez-moi. Pendant que oui, vas-y. Non, mais c'était pour expliquer, en fait, c'était des sœurs, pendant longtemps, c'était des sœurs qui étaient là. Et quand elles ont arrêté la congrégation, elles ont dit on vend, mais elles ont mis une condition, c'est que pendant 20 ans, 15 ans, 20 ans, il devait y avoir une dimension sociale, d'accueil de famille et de vacances. Donc, et ça c'était jusqu'en 2011, hein, la date limite. Et entre-temps, Yves Rocher, donc c'était porté acquéreur, a été obligé de mettre à disposition les bâtiments comme prévu pour faire des vacances. Mais lui, il avait qu'une hâte, c'était de faire une thalassothérapie. Et en fait, il a mis des bâtons dans les roues en tant que propriétaire au centre d'accueil, notamment en ne faisant pas les travaux minimums et en espérant que la DAS ferme le centre pour pouvoir dire, bah, voyez, on ne peut plus faire d'accueil et on va passer à la thalasso. Et sauf qu'en 2007, il est décédé. Et ça, c'était l'affaire un peu comme Giboire aussi, c'est l'affaire du patriarche. Mais les enfants, eux, ils ne se sentaient pas concernés et tout ça. Enfin voilà, c'était donc juste pour... L'histoire, elle est maillée de ce type de conflit entre une utilisation à la fois privative et pour des activités de tourisme haut de gamme et une utilisation sociale et éducation populaire. C'est vrai, c'est important de donner des détails, mais on pourra en reparler si vous voulez. Mais donc le groupe Yves Rocher en était propriétaire et au moment du départ de l'arrêt de l'activité colo, a mis en vente. C'est à ce moment-là, pour ce qui me concerne, mais avec pas plein de gens, hein, on s'est dit relançons l'idée de faire de Berdères un parc départemental. Et donc au moment où l'île a été mise en vente, on a lancé une pétition qui existe toujours. Je viens de regarder, on est à 17 000 signatures à peu près. Hein. Et c'est une pétition pour que Berdères soit acquise par le département du Morbihan et pour en faire un parc départemental. Il y a eu à ce moment-là politiquement des confrontations dures entre le président François Goulard et des conseillers départementaux qui, toutes tendances confondues, disaient on ne peut pas laisser passer un truc pareil. On ne peut pas relaisser passer un truc pareil. Et je dis ça, toutes tendances confondues, parce que le 1027e signataire, c'est Pierre Pavec, qui est l'ancien maire de Vannes, qui a signé cette pétition pour que Berdères devienne un parc départemental. Cette pétition a vécu, il y a eu à l'époque, donc ça c'est les années 2011, 2012, 2013, 2014 c'est à après peu la près. fin De la colo. Et donc, comme le groupe Yves Rocher, n'ayant plus son patron qui voulait racheter, ils ont vendu. Donc c'est 2000, je crois que la vente c'est 2012, non? Alors, en gros, la promesse de vente c'est 2013 et la signature de l'acte c'est 2016. Ah oui. Et dans cette période-là, donc acquis par le groupe Giboire, qui est un promoteur immobilier rennais, première fortune de Bretagne, un gros groupe qui avançait assez masqué en disant on ne sait pas très bien, on achète, on verra, voilà. Et à partir de 2016, 2017,
a commencé à sortir dans la presse les premières esquisses du projet, qui était de faire ici un hôtel 4 étoiles de 80 chambres, ça oscillait entre 80 et 90 chambres, 97 places de parking parce que c'est obligatoire pour avoir un hôtel, c'est obligé, une piscine, des spas et surtout ce qui a été un argument fort pour notre travail de mobilisation et de contestation, une augmentation de la surface bâtie de 30%. Ce qui est impossible. Voilà, ça c'est totalement impossible. Lorsque vous faites une rénovation, vous pouvez un petit peu bricoler des petites augmentations de surface autour de 4-5% maximum, jamais plus. Et là, il présente un permis de construire avec une augmentation de 30%. Le maire de l'Armor-Baden remodèle entièrement le plan local d'urbanisme de la commune pour permettre cette opération, y compris avec cette augmentation de 30%. C'est-à-dire il invente même des solutions d'urbanisme, c'est balèze, hein, il faut regarder. Il a inventé des solutions pour que ça puisse rentrer et ça puisse passer. Les services de l'État ont été consultés dans tous les sens. Les enquêtes ont eu lieu, une enquête publique a eu lieu, tout a été fait absolument. Le permis de construire a été non seulement signé par le maire, mais transmis au service de contrôle de la légalité de la préfecture, qui a laissé passer. Tout est absolument parfait. Sauf qu'il y a des associations, et la vie démocratique c'est un peu pas mal de temps en temps. Il y a des associations... Pardon ? Ouais, enfin, il y a Anticor qui se voit retirer aujourd'hui son agrément juridique. Il y a des associations, une vingtaine d'associations, principalement des associations de défense de l'environnement locales du coin, qui ont regardé ça de près en disant il y a suffisamment de brèches dans le dossier pour qu'on puisse tenter quelque chose. Et ils ont attaqué le plan local d'urbanisme d'abord, et dans un deuxième temps, le permis de construire. Bon, je passe beaucoup de péripéties parce que, bon, on a fait des manifs, on s'est mobilisé, on a fait grossir le dossier pour qu'on en parle. On a eu des bons supports télé, toutes les télés, M6, TF1, France 2, on a eu plein de trucs, et des locaux aussi, Braise, TV Braise, la presse, bon, le Télégramme, plutôt bien. Et donc on a réussi, je crois, à faire un mouvement. Donc c'est ça aussi qui a fait grossir cette pétition. Je vous parlais de 17 000 à peu près, ce qui est pour une pétition de développement local qui est quand même pas trop mal. Et on a fait ça, voilà. Et ce qui n'a évidemment rien à voir, la justice administrative a dans un premier temps rendu illégal le plan local d'urbanisme. Dans un deuxième temps, a rendu illégal le permis de construire. Le maire de l'Armor-Baden a fait appel des deux. Justice administrative, hein, il y a 3 étages. Hein. Il y a première instance, tribunal administratif de Rennes, deuxième instance, la chambre administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'État en 3e étage. Bon, là, on en est à l'appel. Dans les deux cas, les appels ont été conformes au premier jugement, c'est-à-dire que le PLU est annulé et le permis de construire est annulé. Et le maire a fait un pourvoi au Conseil d'État il y a 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, pour essayer de pourrir encore ce dossier. Moi je dis ça comme ça, et là par contre il faut que ce soit sur le film. Oui, mais c'est au-delà de ça. Et pour dire après, comme ça s'effondre, c'est de la faute des écolos, ils nous ont empêchés. C'est un des bouts du pourrissement. Mais dans le pourrissement, le pourrissement d'un dossier, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire effectivement un pourrissement physique du bâti, et il y a aussi un pourrissement mental, intellectuel, où
on ait traîné dans la boue les associations en disant qu'on est hostile à tout, qu'on est hostile au progrès, qu'on est hostile au développement économique, qu'on se bat contre l'emploi, etc. On a été attaqué par le président du conseil départemental, quand même. On nous a traités, je ne sais plus le nom d'oiseau, en séance, quand même. Mais ça, c'est un honneur. Non, c'est pas un honneur parce que un président du département, j'en profite là de dire ça, Ouais. un président du département qui attaque des associations qui se battent pour un parc départemental en défendant un groupe immobilier qui a un permis de construire illégal dans le cadre d'un PLU illégal et un troisième volet dont je vais vous parler tout de suite. Quand même, un président du département qui est dans cette configuration mentale, on se pose des questions. On se demande pourquoi il va jusque-là. Il aurait une neutralité en attendant les jugements, ok, mais non, là non. Il a agressé des associations dans la presse. On pourra vous montrer les articles, mais enfin, ça a été très très dur. Puis moi aussi en conseil communautaire, Absolument. où j'ai amené un vœu en tant que conseiller communautaire, j'ai amené un vœu à la discussion et sur Berder en demandant simplement que les partis se parlent et tout ça, puisque la situation était bloquée. Et il est venu exprès, il n'était pas prévu ce soir-là, et il est venu, il savait que c'était en fin de. Il est venu à la séance et là il a été très agressif à mon égard et il a refusé tout dialogue avec des arguments fallacieux, hein, mais il ne veut pas, parce que quand il a changé d'avis. Il y a 3-4 ans, quand il n'était pas encore président du conseil départemental, il disait qu'après tout, il fallait voir, hein, il n'était pas fermé. Alors que là, il s'est braqué, mais c'est ses relations avec Giboire, c'est quoi? Voilà, on ne sait pas. Ça fait partie des volets de la face obscure du dossier. Peut-être que Anticor sortira des choses. Je sais qu'il travaille dessus et il y a certainement... Alors oui, pourquoi? Parce que là, quand je vous dis, il y a donc PLU, permis de construire, et ce bâtiment. Voilà. Donc ce bâtiment, il y a 2 pêcheries, ces 2 bâtiments s'appellent les pêcheries, mais celle-là, celle qui est la plus à gauche, elle est située sur le domaine public maritime. On le voit bien. Et le domaine public maritime, on peut y laisser des bâtiments. Il y a une loi qui protège les bâtiments qui sont situés sur le domaine public, c'est-à-dire voilà, mais à condition qu'il ait une destination d'activité liée à la mer. On peut y faire un chantier ostréicole, on peut y faire une pêcherie, on peut y faire une école de voile, on peut y faire voilà. Et le groupe Giboire, qui est propriétaire de l'île, donc d'une partie de la pêcherie, puisqu'elle est située à 54% sur le domaine public maritime et 46% sur l'île. Donc il est propriétaire de 46%. Et je ne suis pas absolument sûr du pourcentage, mais c'est à peu près ça. Et donc ils sont propriétaires de ça. Et la nuit, sans aucune autorisation. Souvent la nuit, ils ont rénové entièrement ce bâtiment. Ils ont changé les ouvertures, ils l'ont rénové pour en faire une résidence secondaire. En faire une résidence secondaire pour le gérant. Moi je l'appelle comme ça parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le gérant du groupe Giboire, c'est Michel Giboire, mais c'est le gérant du groupe. Il n'est pas propriétaire de l'île, il est président maintenant, mais à l'époque il était gérant. Et donc il a rénové, le groupe a rénové pour l'usage de son gérant, de manière totalement illégale. Les associations, toujours les mêmes, ont déféré ça. Après avoir écrit au préfet en disant écoutez, faites quelque chose, le préfet n'a pas répondu, ça a duré encore 2 ans, ça, jusqu'à ce qu'il y ait un référé au TA de Rennes. Le TA de Rennes a regardé ça, il a dit mais évidemment c'est absolument pas possible, donc il a condamné le préfet du Morbihan
Faut le faire quand même. Faut le faire. a dressé un procès-verbal dit de grande voirie pour une utilisation illégale du domaine public maritime. Donc le préfet du Morbihan est condamné à dresser un procès-verbal au groupe Giboire pour une utilisation illégale de ce bâtiment. Vous me suivez? C'est conformé ou pas? Le groupe Giboire a fait appel. Bah oui. Et en appel, la cour d'appel de Nantes a confirmé le jugement. Ça, c'est récent, c'est 3-4 mois, Ah ouais, je crois, à peu près. Donc, le préfet est condamné à dresser ce procès-verbal. C'est toujours pas fait. Et on ne sait pas quand ce sera fait. Il y aura peut-être encore une saisine ou un pourvoi. Voilà, voyez où on en est. Et le président du département, j'en reviens quand même à lui, David Lapartien, il continue de suivre et de couvrir le groupe Giboire et son gérant en nous disant qu'on le harcèle. Mais ça, c'est dans les journaux. C'est-à-dire, dans les journaux, on nous dit vous êtes à la fois vous êtes hostile au progrès, au tourisme, au développement, à l'emploi, etc. Mais en plus, vous permettez de harceler le gérant du groupe Giboire. C'est dans les journaux. Ça peut paraître dingue, mais je vous assure que c'est vrai. Christian, tu leur montreras. En tout cas, allez sur le site de Berder Ensemble. Vous verrez, le site de Berder Ensemble, il est accessible, il est génialement fait. C'est Alain Rivard qui s'en occupe, Mais qui n'est pas là ce soir. qui est malheureusement pas là, qui m'a demandé de venir pour causer à sa place, mais je le fais avec plaisir. Mais c'est Alain Rivard qui fait ce site et qui est remarquable. Il y a tout dedans, vraiment tout, à chaque fois qu'il y a. Et c'est bien classé, c'est bien, on s'y retrouve très bien, vous allez voir. Voilà. Peut-être une petite question. Pourquoi le département, en première instance, a refusé le projet de parc départemental? Quels étaient les arguments politiques qui ont mis en œuvre? Oh bah alors oui, c'est une bonne question parce qu'il y a plein de réponses. La première réponse, c'est que au moment où Yves Rocher vendait, c'est ça dont tu parles, au moment où Yves Rocher vendait, la presse a dit que ça coûtait 10 millions l'île. 10 millions? Non, Et- c'était moins que ça. Non, mais... non. Au moment où l'île a été mise en vente par Yves Rocher, Oui, oui. la presse, donc 2012, Ouais. 2011, Oui, 2012. c'est ça. La presse a dit ça coûte 10 millions, etc. Et en séance, les élus qui ont interpellé François Goulard ont dit il faut faire quelque chose quand même, il faut essayer. Et Goulard disant mais enfin on n'a pas l'argent à acheter par la fenêtre, 10 millions c'est impensable, c'est beaucoup trop, etc. Il a quand même été contraint de faire une étude par un cabinet spécialisé, le groupe Artelia, si ça vous dit quelque chose, qui a rendu sa copie en disant que aucune opération immobilière dans Berder serait amortissable avec un foncier de plus de 2,6 millions d'euros. C'est-à-dire si un promoteur, un émir, un russe, n'importe qui achetait l'île plus de 2,6 millions, il ne pourrait pas amortir une opération ni d'hôtel, ni de résidence hôtelière, ni de... Bon, voilà. Pour une opération commerciale, quoi. Et l'île a été vendue au groupe Giboire pour 4 millions d'euros. Donc un peu plus, mais pas 10. Ouais. Ce qui fait 17,34 € du mètre carré. Bah, dis que c'est pas cher. Hein. Quand même, c'est pas mal, moi je trouve. Hein, si on s'y mettait, là, on pourrait peut-être s'acheter quelques mètres carrés, ça serait quand même... Non, je suis étonnée que le maire n'ait pas été condamné pour documents. Le maire, il peut pas être condamné. Il Bah, a... voilà, moi, ce que je peux il a faire, mis c'est- des documents. C'est il a pas une trafiqué les documents. Quand tu fais un acte illégal qui s'avère être illégal, l'acte est annulé. Mais celui qui a porté l'acte n'est pas condamné. Jamais. En justice administrative. Il est pas complice de l'acte, si tu veux. Heureusement, parce que sinon, il y a quand même beaucoup de maires qui seraient en prison.